Voilà, ici je veux voir un petit peu des notions de thermodynamique, parce que, et plutôt des conventions, les conventions prises en thermodynamique en fonction du travail et de la chaleur. Bon, j'ai fait une vidéo auparavant concernant l'équivalent mécanique de la chaleur. Et l'équivalent mécanique de la chaleur, on avait dit que W était égal à 4,18. Bon, si je m'arrête à 2 décimales, bien sûr, euh, voilà. Ça, c'est l'équivalent mécanique de la chaleur qui vaut 4,18 joules par calorie ou 4,18 kilojoules par kilocalorie, qui est une unité plus pratique. Bon, et alors j'ai fait tout un historique de ça. Voilà, maintenant, je peux mettre la formule comme ceci. Alors j'ai 1 sur 4,18. Hein. Voilà. Et 1 sur 4,18, ça fait 1 divisé par 4,18. Voilà, je mets au centième. 0,24. Ce qui fait 0,24. 0,24. Mais attention qu'ici, on n'est plus en joules. Ici, c'est des joules par calorie. Mais ici, on sera en calories par joule. Hein. C'est 0,24 calories par joule, parce que c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ils sont. Voilà, j'ai juste inversé tout le système, enfin inversé l'équation. Si W est égal à 4,18 fois Q, ben Q est égal à 1 divisé par 4,18 sur W. Donc fois, fois le travail mécanique. Et donc si j'inverse, ben, les unités s'inversent fatalement. Si j'inverse un nombre, les unités vont s'inverser aussi. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Et donc vous voyez que la thermodynamique, il existe la thermodynamique physique et la thermodynamique qui donne les principaux principes de thermodynamique, bien sûr, de la chaleur. Hein, quand je dis la chaleur, hein, c'est un peu trompeur parce que on voit aussi l'air humide, voilà, le froid industriel, etc., en thermodynamique. Donc, ça a divergé vers la thermodynamique qui est l'étude de la machine à vapeur, au départ a donné toute une panoplie voilà, de sous-segments. Et on retrouve l'étude de la chaleur, l'étude de l'air humide, l'étude du froid industriel, voilà, l'étude des gaz, etc., l'étude des gaz parfaits. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique physique, mais on peut aussi rentrer dans la thermochimie, enfin la thermodynamique chimique, et au travers des réactions chimiques où il y a des dégagements bien sûr de chaleur ou même parfois des refroidissements. Et donc il y a elle peut se subdiviser, si vous voulez. On peut subdiviser en différents domaines la thermodynamique, déjà la thermodynamique physique et la thermodynamique chimique, hein, des réactions chimiques, mais aussi dans la thermodynamique physique, on peut encore séparer, je veux dire, et étudier toutes des mondes différents, alors qu'au départ, c'était l'étude de la chaleur. Hein. Bon, ça c'est, je veux dire, assez. Les théories se sont, je veux dire, euh, on va dire, agrandies au fur et à mesure, elles ont évolué, les notions scientifiques ont évolué, et on a mis tout dans un paquet qui est la thermodynamique. Voilà, enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Bon, la thermodynamique, elle considère, euh, c'est une branche de la physique, bien sûr, hein, qui considère, je veux dire, euh, les échanges, voilà, d'énergie. Voilà, donc ici, quand on écrit ceci, 4,18 kilojoules par kilocalorie, voilà, où on a là, j'avais expliqué que quand on fait on fore, on plie, on fore, voilà, on fait de l'usinage, c'est-à-dire par forage, par pliage, par rabotage, par, je sais pas moi, euh, par limage, avec une lime. L'image, voilà, si c'est à la manuelle, c'est l'image. Sinon, habituellement, c'est les machines qui font ça, par forage. Voilà, tout ça, hein, on crée un travail mécanique et ce travail mécanique-là engendre, je veux dire, une chaleur. Mais il y a réversibilité aussi. À partir d'une chaleur, on peut créer un travail mécanique. Voilà, donc en fait, vous voyez qu'en thermodynamique, il y a la chaleur et le travail sont liés, et il y a même un équivalent mécanique qui est 4,18 kJ par kilocalorie. Voilà, il existe un équivalent mécanique chaleur. Voilà, et donc la chaleur est liée au travail. Et donc,
travail et chaleur sont reliés fatalement. Bon, mais la thermodynamique n'étudie pas que ça, hein. La thermodynamique, je vous ai dit, étudie pas mal de choses. Notamment, elle étudie les gaz, voilà, avec toutes les variables qui se retrouvent dans les gaz et les transformations de matière, enfin les transformations, je veux dire, hum, voilà, d'état, transformation d'état, un passage solide, liquide, liquide, gaz, gaz, liquide, gaz, etc. Enfin, toutes les transformations d'état, je vous dis bien, c'est une branche de la physique. Donc, fatalement, dans la physique, on retrouve l'étude de la transformation d'état, passage solide, gaz, solidification, liquéfaction, etc., etc. Et dans ces transformations-là, bien sûr, comme si on joue beaucoup avec les gaz, ben on a pression, volume et température, bien sûr thermodynamique en Kelvin, qui vont souvent intervenir, ce qu'on appelle les variables d'état. Voilà, les variables d'état en thermodynamique qui vont apparaître. Et donc là aussi, on fera des études de ceci. Voilà. Et dans l'air humide, on étudiera encore autre chose. Voilà. Donc, et on peut étudier aussi les phases voilà, de mélange, voilà, euh, de solutions. On peut étudier les solutions. Ben, bref, c'est assez vaste, assez vaste, assez vaste. Et ici, moi, ce que je vais voir, c'est pas ça, c'est pas tout ça. C'est juste pour vous dire que partant euh, que l'énergie mécanique peut se transformer en chaleur ou qu'à partir de la chaleur, on peut faire tourner, euh, je veux dire, une locomotive. Hein, voilà, si j'ai une locomotive, voilà, je mets du charbon, je fais chauffer, et qu'est-ce qui se passe? Ben, je mets en marche, bien sûr, des pistons, euh, euh, voilà, qui vont faire tourner voilà, une bielle qui va faire tourner bien sûr des roues, et les roues, bon, les vont faire tourner, voilà, avec assez de travail, un travail conséquent peut euh, créer un travail mécanique, c'est-à-dire, je veux dire, faire bouger une locomotive au travers de rails, donc au travers d'un roulement. Bon, maintenant, ça c'est bien sûr au travail de rails, hein, euh, donc il faut chaque fois charger, il fallait chercher chaque fois en charbon. Maintenant, si je prends les bateaux, hein, regardez le film par exemple Titanic, bon, les immenses moteurs, la chambre des moteurs, hein, voilà, où il y avait beaucoup de charbon, et il fallait remplir le charbon pour, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, faire tourner les machines grâce à l'énergie du contenu dans le charbon. Hein, on fait chauffer le charbon, et à partir de là, il y a de l'énergie qui se ressort, et ça produit de la vapeur, et les vapeurs qui vont faire tourner, je veux dire voilà, euh, voilà, des bielles, et les bielles vont, voilà, vont faire voilà, basculer des pistons, et les pistons vont faire tourner des manivelles. Voilà, on aura un mouvement de translation qui va être traduit en mouvement de rotation vers les bielles manivelles, et donc, on va avoir des vilebrequins, etc. Et tout va tourner. Et on va créer, voilà, euh, un travail moteur. Un travail moteur. Et donc, tout ça va se voir au travers des cheminées, par exemple, du Titanic. Bon, et tout comme on va le voir au travers l'évacuation des vapeurs, euh, voilà, au travers de la cheminée de comment est-ce qu'on appelle ça, comment est-ce qu'on appelle ça, d'une d'une locomotive à vapeur, locomotive à vapeur chargée en charbon. Voilà, et donc tout ça, on verra, ce sont des fumées assez grasses, noires, parce que ça provient du charbon. Euh, voilà, et donc si vous regardez le Titanic, bon, il était fort polluant, fort polluant. Les fumées, on les voit de très très loin, parce qu'en fait, elles dégagent énormément, je veux dire, de fumée. Donc c'était, je veux dire, c'était un bateau qui était assez polluant, on va dire. Ouais, la chambre de moteur était conséquente, et elle faisait un certain nombre de tonnages. Et donc ce tonnage-là, pour le faire avancer, je veux dire, bon, il fallait des gros moteurs. Hein. C'est des des immenses chambres, voilà, des moteurs mécaniques, voilà, à vapeur. Donc il fallait charger avec du charbon. Voilà, c'est comme ça qu'on faisait avancer. Bon, c'était pas au pétrole, c'était pas au, je veux dire, au diesel, voilà, au gaz, mais c'était plutôt au charbon. Bon, début en 1800, en 1900, c'était la période jusque fin des années 2000, et encore maintenant, on utilise encore un petit peu, beaucoup de charbon, même, je dirais, dans certaines centrales allemandes.
Ils utilisent un certain type de charbon allemand qui est moins polluant, si vous voulez, que les autres charbons. Et donc, ils peuvent se permettre d'utiliser, je veux dire, des centrales thermiques au charbon. Bon, c'est encore utilisé maintenant, mine de rien, mais il y a certains pays qui ont arrêté, je veux dire, l'usage, en grande partie l'usage du charbon au niveau industriel pour éviter les pollutions. D'autres pays, bon, ont un charbon moins polluant et ils continuent à l'utiliser. Voilà. Et d'autres pays ont repris l'usage du charbon. Beaucoup de pays utilisent le charbon, comme la Chine. Bon, les États-Unis viennent se retirer de certaines conventions de pollution et se remettre à produire, on veut dire, du charbon. Hein. Et donc, avant, on avait le, le Benelux qui produisait du charbon, Belgique, Hollande, Néderlande, c'était la Hollande, Luxembourg, la France qui produit un grand producteur de charbon, l'Allemagne est un grand producteur de charbon. Voilà, donc le charbon, la Pologne, bien sûr, la Pologne, bon, beaucoup de pays produisent du charbon. Hein. Et je veux dire, bon, avec le charbon, bien sûr, c'était la période faste de l'usage du charbon pour fabriquer tout ce qui était parce que le charbon a ramené, bien sûr, le charbon il sert à se chauffer d'une chose. Bon, le charbon sert à beaucoup de choses, notamment a servi dans la fabrication de l'acier, c'est-à-dire elle est utilisée en sidérurgie et en métallurgie, sidérurgie. Voilà, on retrouve assez souvent le charbon. Ouais, charbon en tant que énergie de chauffage pour la fabrication voilà, voilà, de certains voilà, métaux. Et donc, ça a permis, grâce à ça, l'essor de certains pays hein, qui ont permis de se placer parmi les pays les plus développés au monde, hein, tels que la Belgique, qui fut un temps une des deuxième plus grande puissance du monde derrière euh, l'Angleterre. Bien sûr, les Anglais ont donné les processus de fabrication aux Belges parce qu'en fait, la Belgique était dans un niveau, je veux dire, de développement qui était le sien, c'est-à-dire avait des petites usines sidérurgiques à l'artisanal. Voilà, à l'artisanal. Quand les Anglais sont venus avec leur propre process de fabrication en utilisant le coq, eh bien à ce moment-là, les Anglais ont donné énormément de process de fabrication et qui a fait que la Belgique a été un des pionniers, je veux dire, voilà, industriels derrière l'Angleterre. Il fut un temps. Il fut un temps. Voilà. Et donc, première puissance au monde, c'était l'Angleterre. Et la seconde au monde, c'était, on va dire, la Belgique. À un point tel qu'au niveau des sidérurgies, métallurgie, ben, les Allemands sont venus démanteler pour leurs besoins de guerre les hauts fourneaux. Il fut un temps, la Belgique a possédé, je suppose, enfin, une cinquantaine de hauts fourneaux. Je me demande si c'est pas que 54 hauts fourneaux. Beaucoup ont été démantelés pour l'armée, pour fabriquer donc tout ce qui est engins militaires. Et l'Allemagne était, je veux dire, un puissant pays de fabrication, je veux dire, de matériel militaire au travers de la fabrication, justement, de la production d'acier. L'Allemagne était très fort au niveau fabrication de l'acier et du béton. Et quand savez, vous êtes fort en acier et vous êtes fort dans enfin, dans la, je veux dire, la manipulation de l'acier et vous êtes fort dans, voilà, dans le béton, mais à ces deux-ci, tout est bon pour fabriquer je veux dire, du matériel pour faire la guerre. Hein. Un sous-marin, chars d'assaut, voilà, véhicules blindés, bombes, etc. Enfin bref, vous comprendrez qu'avec l'acier, on fabrique tout ce qu'on veut. Hein, tout ce qu'on veut. Et le béton, c'est pour permettre d'avoir des structures, je veux dire, en béton, telles que, je veux dire, palace, hôtel, habitation, maison résidentielle, maison présidentielle, voilà, palais présidentiel, voilà, monument, voilà, pont, structure, voilà, cachée, voilà, des structures, méga structures cachées voilà, dans les montagnes, etc., etc. Et voilà, donc en ayant l'acier et le béton, ben, c'est comme ça que l'Allemagne a pu atteindre un niveau d'évolution que je veux dire une armée très puissante. Voilà, et donc en volant un petit peu, je veux dire, les infrastructures de Belgique, par exemple. On a commencé à voler les infrastructures de Belgique pour pouvoir exploiter, dire, voilà, sa sidérurgie, voilà, sa métallurgie. Bon, ici je m'écarte un petit peu, tout simplement pour vous dire que dans tout ce que je viens de vous dire, bon, on retrouve
la chaleur et le travail, hein. Bon, j'avais fait un petit travail concernant le feu, mais avec le feu, hein, je vais vous montrer qu'au feu, les gens martelaient le feu, ils créaient des pièces en fer forgé, ils martelaient, etc. Bon, avec ça, on fait tout ce qu'on veut, hein. Voilà. Même un cheval, il possède un fer en U, voilà, qui est, voilà, qui provient de la forge, et voilà, ils martèlent, et ils essaient d'avoir, voilà, la résistance nécessaire, je veux dire, au fer en U pour mettre en dessous des sabots des chevaux pour qu'ils puissent marcher. Et les chevaux, ils clouent ceci sur les chevaux, et les chevaux sont tout contents de marcher avec, je veux dire, voilà, une pièce pour ne pas abîmer leur fameux, je veux dire, sabot. Voilà, donc ici, avec la chaleur, ben, on peut créer du travail. Voilà, comme je vous ai dit, avec les machines à vapeur, ou les machines, quand je dis machine à vapeur, c'est tout ce qui est locomotive, bateau, etc. etc. Bon, il faut voir certaines vidéos de anciens films pour se rendre compte à l'évidence que la machine à vapeur a aidé énormément pour le transport grâce aux locomotives, et donc le transport, passer d'une zone d'un pays enfin, transiter de la marchandise au travers d'une zone à une autre se fait grâce à aux aciéries, parce que pour mettre tous des rails, il faut beaucoup d'acier, et bien sûr, grâce bien sûr aux locomotives qui permettent de transiter de la marchandise d'un point A à un point B, et donc le commerce s'en est pas sorti, grandi grâce aux locomotives. Et avec les locomotives, on peut tout faire, hein. Il n'y a pas que le transport, on peut même construire certaines choses grâce aux locomotives. Voilà, il y a des locomotives grues qui permettent de transporter enfin, de placer des lourdes charges au niveau d'une infrastructure grâce à des locomotives grues. Voilà, et donc les locomotives ont plusieurs rôles pour le transport des animaux, des marchandises, etc., etc., etc. Enfin, ben, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Ben, je veux dire, la locomotive qui a permis l'essor, si vous voulez, du transport, je veux dire, terrestre, transport terrestre, grâce à la locomotive, alors que grâce comment on appelle ça, à, à la vapeur, bien sûr, au charbon. Et à côté de ça, au niveau maritime, mais vous comprendrez que les bateaux étaient, je veux dire, aussi, on utilisait aussi la chaleur pour faire mouvoir, créer un travail mécanique, si vous voulez, des bateaux, et donc permettre l'essor je veux dire, de, euh, euh, de transit de marchandises, d'animaux, de personnes, de biens, tout ce que vous voulez, d'un pays à l'autre au travers des mers. Voilà. Donc, vous voyez ce que la chaleur a permis. La chaleur a permis à l'être humain, je veux dire, de créer la chaleur a permis de créer un travail, mais on sait bien qu'un travail crée aussi de la chaleur. Voilà. Par exemple, si une voiture freine au niveau des plaquettes de frein, eh bien, vous comprendrez qu'à un moment donné, les disques de frein, hein, on doit les mettre ventilés si ventilés pour évacuer la chaleur. Sinon, ça va rougir. Voilà. Il faut évacuer cette chaleur. Voilà. Quand on n'a pas besoin de la chaleur, il faut l'évacuer. Voilà. Sinon, on la récupère, hein. On peut récupérer certaines chaleurs. Voilà. Ceci étant dit, bon, quand on étudie, je veux dire, les transformations chaleur, travail mécanique ou travail mécanique chaleur, peu importe que ça va dans un sens ou dans un autre, eh bien, on parlera généralement souvent de système. Voilà, un système. Voilà. Tout ce qui est système est défini par tous les éléments de matière dont le système est composé, si vous voulez. Et ces éléments peuvent former, si vous voulez, plusieurs corps distincts. Plusieurs corps distincts, mais aussi plusieurs phases, hein. Ça peut être des mélanges, hein. On peut avoir plusieurs phases. On peut avoir phase liquide, phase solide, phase gazeuse. On peut avoir, voilà, un mélange. Voilà, passage d'une phase à l'autre, pourquoi pas, ouais. Ouais, il est en train de passer là. Voilà. Donc un système, c'est en fait tout simplement, tout bonnement, ce qu'on va étudier. C'est tous les éléments de matière dont il est composé, dont on veut étudier, voilà, en particulier. Donc on va le cercler, enfin le cercler, on va dire,
l'entourer et se dire, bon, ceci constitue le système. Tout comme en mécanique, c'est un peu la même chose, hein. On garde, on étudie, on va étudier ce qui nous intéresse, et tout ce qui ne nous intéresse pas, ben, on va le mettre, si vous voulez, à l'extérieur, et va constituer ce qu'on appelle le milieu extérieur. En fait, le milieu extérieur, ce sera tout ce qui n'est pas système, euh, sera le milieu extérieur, qu'on appelle bien sûr ME. ME. Voilà. Alors, ici, si je prends, ici j'ai pris un contour qui était, bon, idéalisé pour bien séparer, si vous voulez, le milieu extérieur du système. Dès le moment où on a séparé ceci, on sait bien que le milieu extérieur apparaît et que le système apparaît. Donc, en fait, on peut mal de se tromper parce que on a entouré les parties pour définir qu'est-ce qui était système, qu'est-ce qui était milieu extérieur. Et donc, ça peut être ce fameux contour, peut-être tout simplement un, un contour idéal. Hein. Bon, ça ne représente rien du tout. Voilà, c'est un contour idéal qui ne représente rien du tout. Mais je peux vous dire que dans beaucoup d'études thermodynamiques, le contour, bien sûr, il sera matérialisé. Il ne sera pas idéalisé comme ici. Bon, quand on fera de la théorie, bon, fatalement, il sera idéalisé. Mais quand on fera de la théorie sur les machines, eh bien, fatalement, ceci ne sera plus idéalisé. Hein, si on a affaire à une machine, ceci n'est plus idéalisé, mais matérialisé. Et qu'est-ce que ce sera? Mais ce sera des parois réelles. Hein. Bien sûr, ce seront les parois réelles. Voilà. Si je prends par exemple une machine, ben, cette paroi va s'appeler organe moteur. Ça va être un organe moteur. Voilà. Donc en fait, attention à ce que vous faites quand vous faites une étude voilà, de système et de milieu extérieur. Si vous désirez, je veux dire, bien séparer le milieu extérieur du système au travers d'un contour, mais le contour, si vous faites l'étude d'une machine, mais ça peut être, je veux dire, un organe matériel et non idéal. Attention à ça. Attention à ça. De toute façon, quand on étudie les machines, directement, on définit l'organe moteur. Bon, ceci étant dit, généralement, qu'est-ce qu'on appelle milieu vivant? Mais milieu vivant, ben, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est animaux, insectes, animaux terrestres, aériens, marins, peu importe, hein, bon, on s'en fout de ça. Bon, les insectes, tous les insectes, bon, tout ce qui est, voilà, unicellulaire, voilà, être unicellulaire, etc. Voilà, et ben attends, et tout ce qui est, bien sûr, plantes, champignons, tralali, tralala, bon, vous comprendrez que c'est ça. Pour ce qui est défini en biologie, les êtres vivants, hein, c'est tout, en fait, sont regroupés par, voilà, ces ensembles-là, animaux, insectes, plantes. Attention que l'être humain est un animal, je veux dire, qui est placé le plus haut de la chaîne. Hein. Bon, pour moi, il est considéré comme animal. Voilà, mais on peut le distinguer en appelant ça un être humain, doué d'une certaine intelligence que les autres en bas de l'échelle n'ont pas. C'est pour ça qu'on est au-dessus de l'échelle. Bon, et généralement, la plupart des animaux ont été donnés pour les besoins des êtres humains pour être mangés. Donc, il est tout au-dessus de la chaîne. Bon, et certains animaux se mangent entre eux. Hein, je veux dire, enfin, suivant une caste bien définie, hein, certains animaux mangent d'autres animaux et d'autres animaux mangent d'autres animaux et voilà, et ça fait une chaîne, ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Bon, l'être humain est tout au-dessus de la chaîne alimentaire parce qu'il peut manger beaucoup de choses. Hein. Il peut manger des plantes, il peut manger des insectes, il peut manger beaucoup de choses, mais pas des choses qui vont, pas des bactéries qui vont le rendre, parce que il y a des bactéries utiles, mais il y a des bactéries pathogènes. Bon, s'il va manger des bactéries pathogènes, fatalement, il va tomber malade. Il y a des choses qu'il ne peut pas manger, des choses qu'il ne peut pas manger suivant la religion, suivant du respect sociologique. Par exemple, on mange pas un chat, pourquoi? Certains pays mangent des chats, mais bon, on mange pas un chat parce que c'est un animal de compagnie. Voilà, au niveau sociologique, au niveau voilà, on se dit que le chat est un animal de compagnie, on ne mange pas. Mais quand il vient une guerre, les gens ils crèvent de faim, ils vont manger le chat. Voilà. Il a même été vu des gens, si vous mangez un rat, hein, vous risquez certaines maladies parce que le rat est porteur
mange pas mal de choses qu'il ne faut pas. Hein, il vit en clandestinité parce que bon, il a toujours peur. Et donc, il mange beaucoup de choses qu'il ne faut pas. Il vit dans des endroits sales et donc, il est porteur de maladies. Donc, aller manger un rat, bon, je veux dire, ça peut contribuer à amener des maladies. Voilà. Donc ici, moi, ce que je voulais dire, c'est que généralement, la vie, c'est tout ce que je vous ai dit. C'est le groupement de ce que je vous ai dit. Mais en vérité, quelque part, il n'y a pas que ce que je vous ai montré qui vivent. Parce que les planètes vivent. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, les planètes vivent. Parce qu'il y a des échanges, si vous voulez, de matière, vous voyez, et d'énergie. Et dès le moment où il y a des échanges de matière et d'énergie, mais c'est un petit peu comme l'être humain, les animaux, les insectes et tout ce qui s'ensuit, mais ils ont besoin les êtres vivants ont besoin de naître à un moment donné, de croître, voilà, d'atteindre leur maturité et puis de mourir, de mourir. Et pour rester en vie, ben, l'être humain ou les animaux ou les insectes, peu importe, sont obligés de se bouger tous les jours pour aller manger. Ils doivent manger. Bon, quand ils mangent, bien sûr, ils doivent déféquer. Donc, et en plus de ça, ils peuvent répondre à certains stimuli. Bon, un cheval, il peut avoir peur, si vous l'effrayez, il va avoir peur. Donc, en fait, voilà, les êtres vivants, c'est tout ça. Et ils permettent bien sûr de subvenir à l'évolution à leur évolution par, je veux dire, par la reproduction, je veux dire, des animaux, des insectes, et peu importe. Et c'est grâce à ça qu'ils permettent, je veux dire, de se reproduire, de coloniser certains territoires, ou de, je veux dire, voilà, euh, voilà, ça se passe comme ça. Mais en fait, les planètes, on peut dire qu'elles vivent aussi, hein, pas de la même manière que les êtres vivants. Mais les planètes n'entendent pas et ne voient pas comme l'être humain voit et entend. Il voit la lumière, l'être humain, les animaux voient la lumière et entendent du son, alors que les planètes ne voient pas, ils n'ont pas des yeux, n'ont pas des oreilles, mais elles vivent. Parce que les animaux, si elles mangent, c'est que elles mangent quoi? De la matière et, je veux dire, de l'énergie, des calories. Elles mangent des calories, donc de la matière et aussi de l'énergie, pour pouvoir travailler et, je veux dire, appliquer des forces grâce à leur travail. Eh bien, c'est ce qu'elles font, les planètes. Les planètes, qu'est-ce qu'elles font? Elles vivent, elles vivent. Hein, il y a des échanges de matière et d'énergie, tout comme le font les plantes, les animaux, etc. Mais à sa façon. Et elles travaillent. Une planète qui tourne, ça travaille. Donc, pour moi, ça vit. Voilà. Et donc, aussi bien les êtres vivants que les planètes, si vous voulez, échangent euh, entre un système, entre un système et un milieu extérieur. Voilà, ils échangent. Voilà, ils échangent quoi? Beaucoup de choses, énormément de choses, c'est-à-dire ils peuvent échanger des champs magnétiques, échanger des charges électriques. Mais moi, ce que je veux voir ici, bien sûr, elle va échanger de la matière, hein, ça d'office, mais elle peut échanger aussi du travail et de la chaleur. Voilà. Donc, des échanges peuvent avoir lieu entre le système et le milieu extérieur, soit du système vers le milieu extérieur ou du milieu extérieur vers le système. Et c'est ça justement que je vais étudier ici par convention. Voilà. Donc, la chaleur, elle peut sortir du système vers le milieu extérieur, tout comme la chaleur peut euh, partir du milieu extérieur et arriver vers un système. Maintenant, au niveau travail, je peux avoir un travail fourni par un système acquis au milieu extérieur, un travail mécanique bien sûr, hein, tout comme le milieu extérieur peut fournir un travail mécanique au système. Voilà. Bon, maintenant, il y a bien sûr des échanges, bien sûr, de matière, hein, de matière entre le système et le milieu extérieur. Voilà. Par exemple, si je prends une cellule, si elle n'a pas des trous, la cellule, ben, au niveau du noyau, ben, il n'y a rien qui va rentrer, sortir. Donc, une cellule possède un noyau avec des trous pour pouvoir échanger, je veux dire, et permettre au noyau de vivre. Voilà. Donc, en fait, un- un- si je prends une cellule, elle n'est pas complètement isolée. Elle n'est pas complètement isolée. Elle permet à l'intérieur même, sa vie est possible à l'intérieur même de la cellule ou à l'intérieur même du noyau. Parce qu'il est troué de trous et permet l'échange. L'échange, je veux dire.
de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, donc en fait, les cellules possèdent des trous, et donc c'est pas un système fermé. C'est pas un système fermé. Voilà. Bon, maintenant, il se peut que pour un système, si le système est là, le milieu extérieur est là, je idéalise par un contour ici, c'est plus ou moins circulaire. Voilà le système, et séparation système milieu extérieur. Bon, il se peut qu'ici, bon, si l'un des échanges est rendu, si vous voulez, impossible, on dit que le système est isolé. Bon, un système parfaitement isolé n'existe pas, hein. Il y a toujours des échanges avec le milieu extérieur, hein. Un système parfaitement isolé n'existe pas. Donc, bon, si on veut isoler, on veut isoler un maximum, hein, tout comme une maison. Si on veut isoler, on va mettre des isolants, mais il y a toujours des transferts d'énergie malgré tout, hein. C'est au travers de coefficients, et ces coefficients, bon, je veux dire, c'est pas que ça isole à 100%, hein. Voilà, la chaleur passe quand même, malgré tout, avec un gradient, bien sûr, je veux dire, enfin, le froid va passer avec un gradient plus petit, parce que le but de l'isolant, c'est de diminuer avec un gradient plus petit le froid. Voilà, il faut que le froid soit euh, si le système n'est pas isolé, on a un mur. Si je mets un mur, voilà, un mur d'une certaine matière, brique, béton, bloc, peu importe, mais un certain mur avec une certaine matière, avec un certain matériau, j'ai une température ici T1, ici j'ai une température intérieure T2. Ça c'est l'intérieur, hein, voilà, là j'ai l'extérieur. Supposons que ici, bon, je chauffe, je suis à 25 degrés. 25 degrés à l'intérieur de la maison, et que là il fait moins 10 degrés. Bon, maintenant ici, si vous n'isolez pas, si vous n'allez pas mettre d'isolant, hein, si vous ne mettez pas d'isolant, ben, le froid va vite passer. Vous retrouvez le moins 10 qui est ici, va, grâce au mur de matériaux, va descendre, par exemple, on va dire, on va être à moins, va faire passer du froid, si vous voulez. Voilà, le froid va passer. Il va communiquer du froid. Voilà. Mais si vous mettez un isolant, le froid va être moins communiqué, c'est ça que je veux dire. On ne va pas isoler complètement. C'est pas que le froid va pas passer du tout. Il y aura un tout petit peu de froid, qui va passer, un tout petit peu. Mais il ne passera pas à travers les pores. C'est tout simplement par surface de contact, tout simplement, hein. Voilà, par surface de contact qui fait qu'on a du froid. Voilà, par contact. C'est pas qu'on a un froid qui passe, parce que là, tout est fermé, hein. Le froid ne passe pas comme ça. Il passe parce que on a les surfaces de contact qui sont, je veux dire, les unes aux autres, je veux dire, de moins en moins froides. Si on met un isolant, fatalement, on se retrouve avec moins de froid ici, parce qu'on a un isolant. Mais maintenant, si on ne met pas d'isolant, ben, on va se retrouver avec plus de froid. Et donc la température ici, on va chauffer, et ben, on va avoir une perte de rendement, parce qu'il y a beaucoup plus de froid si on n'a pas d'isolant. Voilà. Donc, pour vous dire tout ça, pour vous dire quoi, mais que même si on isole, on n'a pas complètement, je veux dire, isolé à 100%. C'est pas possible. Un isolement, si vous prenez un thermo de café, vous fermez le thermo, il y a toujours des pertes. Toujours des pertes, voilà, on a beau isoler, on se retrouve avec un café qu'on pensait tenir à chaud au temps de midi, et quand on arrive au temps de midi, ben, la température a quand même chuté, bien que, je veux dire, il fasse thermo, c'est-à-dire il isole, on a bien refermé tout ce qui s'ensuit, eh bien son café est plus, hein, je veux dire, il y a eu des pertes. Parce que s'il n'y avait pas eu de perte, il serait toujours aussi chaud que quand on l'a mis au moment où on l'a renversé. Quoique au moment où on le renverse, il y a un trou ici, il y a des pertes, hein. On aurait des échanges avec le milieu extérieur. Voilà, donc ici, généralement, un système parfaitement isolé, ça n'existe pas, il y a toujours des pertes. Voilà. Donc, si un des échanges est rendu impossible, on dit que, c'est-à-dire que je n'ai plus d'échange possible entre le système et le milieu extérieur, je ne sais plus échanger entre entre eux, ils ne savent plus échanger ni chaleur, ni matière, ni travail mécanique, ni charge électrique, ni co-caisse. Eh bien, le système ici sera dit isolé à ce moment-là, parce qu'il n'y a plus de passage. Bon, mais un tel système est susceptible d'évoluer, si vous voulez, en subissant
des transformations internes hein, quand le système est isolé. Voilà. Bon, comme je vous disais ici, tout à l'heure, dès qu'il y a une différence de température, T2 différent de T1, ah, voilà, si j'ai par exemple une pièce à une température T2, une pièce à température T1, ici on a de l'air, l'air, eh bien, vous comprendrez que les températures sont différentes de température, eh bien, on va avoir voilà, un mélange qui va faire qu'on va avoir, bon, généralement on va du chaud, on aurait un mouvement de convection, on aurait un mouvement de convection. Bon, est-ce que c'est de la température T2? On a une différence de température T2 moins T1 qui est delta T. Donc on aura un mouvement de convection, c'est-à-dire de l'un vers l'autre, d'une température vers une autre. Voilà. Si bien sûr sont à des températures différentes. Et il y en a une qui sera plus grande que l'un, par exemple, ça veut dire que l'un est plus chaud que l'autre, et l'autre est plus froid que l'autre. Voilà. Et donc là, on aura un mouvement de convection euh, si on a, je veux dire, des températures différentes. Alors, si je prends de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Mais je prends de l'eau, j'ai de l'eau chaude à une température T2, je mélange avec de l'eau froide à une température T à une certaine masse. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va voir, voilà, euh, là on a du chaud, là on a du froid, mais la température du chaud ici va diminuer. Va diminuer. Vous voyez les effets de température avec les mélanges. Mélange, qu'est-ce qui va se passer? Si on a bien sûr des séparations, si on fait des mélanges voilà, de gaz hein, qui est l'air, hein, l'air chaud, l'air froid, voilà, ou les mélanges d'eau chaude, d'eau froide. Voilà, donc ici, on va avoir voilà, des températures qui vont évoluer, et donc on n'aura pas quelque chose de constant parce qu'on n'a pas un système isolé ici, hein, pas des systèmes isolés. Voilà. Pour avoir quelque chose de constant, il faut quelque chose d'isolé. Par exemple, si je mets une température ici et j'ai complètement isolé ici, ben voilà, la température, normalement, elle ne doit plus bouger si j'ai isolé par rapport au milieu extérieur. Voilà. Des moments où c'est pas isolé, fatalement, vous allez avoir des évolutions de température, que ce soit en mélange d'eau ou en mélange d'air. Voilà. Alors maintenant, venons-en à ce que je voulais expliquer. Dès le moment où vous avez ouais, dernière chose, ce que je voulais dire, c'est que, bon, euh, normalement, le milieu extérieur ici, c'est l'univers, hein. L'univers en soi. Est-ce que l'univers s'arrête? Ça, on ne sait pas, on n'en sait pas plus. Mais généralement, le milieu extérieur, c'est tout l'univers. Voilà, on ne sait pas s'il s'arrête, hein. Bon, donc le système est là, le milieu extérieur est ici. Bon, si je vais mettre système ici, hein. Voilà le système. Donc ici, comment on va jouer avec la chaleur et l'énergie? Il y a trois types de conventions. Voici les trois types de conventions que je vais donner ici. On a le système 1, 2, 3. Voilà un système conventionnel, un système et un système. Et bien sûr, tout l'extérieur et le milieu extérieur. Hein, ça vous comprendrez. Voilà, ici, tout ça, c'est le milieu extérieur. Tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est le système. J'ai délimité par une zone, je veux dire, voilà, par un contour, les zones, milieu extérieur et système. Voilà, et les systèmes sont ici. C'est tout ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Le système, c'est tout ce qui se trouve à l'intérieur ici, et tout ce qui se trouve à l'extérieur, c'est le milieu extérieur. L'univers est à l'extérieur. Voilà. Bon, alors on a quatre configurations possibles. Bon, soit par rapport au travail de l'énergie, parce que je vais évaluer le travail et bien sûr l'échange de travail sous forme de chaleur travail, c'est-à-dire échange, transformation, comment on appelle ça?
voilà, un système peut recevoir un travail ou fournir un travail. Bon, recevoir, le système ici, bien sûr, le système peut, je veux dire, recevoir soit un travail, soit de la chaleur. Mais il peut restituer un travail, il peut restituer de la chaleur. Là, le milieu extérieur le milieu extérieur fournit un travail au système, ou le système reçoit un travail du milieu extérieur. Le milieu extérieur fournit un travail, une chaleur au système, le système reçoit une chaleur du milieu extérieur. Ici, comment est-ce qu'on appelle ça, le système fournit un travail au milieu extérieur, le milieu extérieur reçoit un travail euh, du système. Ici, la chaleur est fournie au milieu extérieur, le système donne c'est fournir, hein, donner c'est fournir, le système fournit un travail, une chaleur au milieu extérieur, mais le milieu extérieur reçoit, prend ou reçoit, prend de la chaleur au système. Voilà. Bon, maintenant ça c'est un cas de figure. C'est ce qu'on appelle une convention égoïste. Égoïste pourquoi? Parce que tout ce qui va prendre est positif, et tout ce qui va restituer est négatif. Ouais. Quelqu'un qui n'aime pas de donner, bon, il va, voilà, tout ce qui donne, ce qui va donner au milieu extérieur, le système ici a une convention, si vous voulez, égoïste. Voilà. Généralement, beaucoup de gens prennent cette convention-là qui est égoïste. Tout ce que il prend, tout ce que le système prend est positif, et tout ce que le système restitue est négatif. Bon, un égoïste, c'est ça, hein, tout ce qui, il aime bien prendre, puis il n'aime pas de donner. Voilà, c'est un petit peu ça. Bon, maintenant, si je prends le système ici, bon, toujours comme ceci, là, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir le sens contraire à ça. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui serait positif? Je vais remettre le travail ici, la chaleur ici, le travail ici, la chaleur ici. Qu'est-ce qui serait positif? Ce qui serait positif, c'est tout ce qui donnerait. Et tout ce qui recevrait, tout ce que le système recevrait du milieu extérieur, serait négatif, positif. Voilà. Ah non, non, ici, je m'excuse, je me suis trompé. Oui, tout ce qu'il reçoit est négatif et tout ce qu'il donne est positif, c'est juste. Donc ça, c'est bien altruiste. Altruiste, hein. Le système est altruiste. Le système a un système de convention altruiste, c'est-à-dire que il n'aime pas de, si vous voulez, il n'aime pas de recevoir, le système n'aime pas de recevoir. Tout ce qu'il reçoit, si je me suis trompé, c'est négatif. Tout ce qu'il reçoit est négatif. Tout ce qu'il reçoit est négatif, mais tout ce qu'il donne, est positif. Ouais, voilà, voilà, ça c'est déjà mieux. Voilà. Voilà. Donc altruiste, c'est ça. Tout ce qu'il donne est positif. Ouais. Là, pour l'égoïste, il aime bien de recevoir, mais pas de donner. Donc tout ce qu'il reçoit est positif et tout ce qu'il donne est négatif. Donc le système est décrit comme égoïste quand, je veux dire, il reçoit soit de la chaleur ou du travail. Ça sera considéré comme conventionnellement comme positif. Bon, maintenant, s'il doit donner de la chaleur ou du travail, le système, mais si on est en système égoïste, conventionnellement, ça sera pris négatif. Voilà. Ici, il y a une deuxième convention qui peut être attribuée, c'est la dimension altruiste. Là, la dimension altruiste, c'est que le système, bon, je veux dire, tout ce qu'il donne, c'est positif. Hein. C'est un altruiste, c'est quoi? Il aime bien donner, mais recevoir, bon, il s'en fout. Il y a des gens comme ça, il y a des gens altruistes, hein, pourquoi pas. Il n'y a pas que des égoïstes dans le monde, il y a des altruistes. Voilà, et donc là, à ce moment, si le système donne de la chaleur ou de travail, il est considéré comme conventionnellement positif. Et alors que s'il reçoit, si le système reçoit de l'extérieur, je veux dire,
du travail ou de la chaleur, voilà, de l'énergie sous forme calorifique, à ce moment-là, le travail sera considéré comme négatif et le Q négatif. Bon. Attention qu'ici, je peux avoir un cas de figure. Hein. Si j'ai une machine, je peux avoir du Q positif et du W négatif. Hein. N'allez pas croire qu'on a les 4 cas de figure. Ça, c'est les conventions, les formes de convention qu'on peut avoir. Je peux avoir ça positif et ça négatif, fatalement. Je peux avoir ceci et ceci. Je peux avoir ceci et ceci dans un système. Hein. Je peux avoir la chaleur qui rentre et le travail qui ressort. Hein. Voilà, je rentre une chaleur et il me fournit un travail. J'effectue un travail, il me sort une chaleur. Voilà, par exemple. Voilà, ça c'est pas le système. Mais ça, c'est tous les cas de figure que je peux avoir. C'est ça que je veux dire. Bon, maintenant, il y a un cas limite entre les deux. C'est ce qu'on appelle il est mixte. Il est mixte. Pourquoi? Parce que si je vais prendre. euh, euh, donc, toujours, je vais faire les quatre comme ceci. Voilà. Et là, c'est ce que je vais utiliser comme convention. Je vais prendre la mixte. La mixte. Là, je vais prendre celui-ci. Normalement, je vais prendre celui-là. Voilà. Et je vais prendre celui-ci, normalement. Voilà. Je vais prendre celui-ci. C'est-à-dire que je prends, dans ce cas-ci, si il ressort un travail, le travail sera considéré comme positif. Il est mixte parce que je vais utiliser un mélange des deux. D'altruiste et d'égoïsme. Moitié altruiste, moitié égoïste. Voilà. Là, il donne, c'est positif, c'est altruiste. Voilà. Et là, la chaleur va être Q négatif. Voilà. Il reçoit de la chaleur. Voilà, c'est la convention altruiste ici. Par contre, de ce côté-ci, hein, il va utiliser la convention égoïste. C'est-à-dire que là, le Q, il est positif. Voilà. Là, j'utilise un Q positif. Et là, un W négatif. Voilà. Et les conventions que je vais utiliser, ben, je vais prendre la convention mixte. La convention mixte. Donc, c'est-à-dire que le travail qui sera fourni le travail qui sera fourni au milieu extérieur sera positif. La chaleur qui sera absorbée du milieu extérieur, c'est-à-dire euh, la chaleur reçue du milieu extérieur par le système, hein, la chaleur reçue par le système provenant du milieu extérieur sera positif. Le travail, je veux dire, fourni du système au milieu extérieur sera considéré comme négatif et la chaleur. Oui, ici il y a une erreur, hein. Je ne peux pas avoir deux flèches qui rentrent. Ceci, voilà, parce que la flèche elle va par là, donc cette flèche là doit aller par là. Voilà, cette flèche là va par là, donc cette flèche là va par là. Cette flèche là, oui. Ouais, en fait, je me suis trompé. La convention mixte, elle va se baser sur ceci. Voilà. Voilà. Donc ici, je me suis complètement trompé. Je vais recommencer ceci. Pour la convention mixte, c'est pas comme ceci. Mais je dois prendre, si vous voulez, ceci. Voilà. Donc là, tout est bon maintenant. Hein. Donc ici, la flèche, elle va comme ceci, comme ceci, comme ceci. Comme ceci. Ouais, je peux pas avoir deux flèches rentrantes pour la chaleur. Hein. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Je vais avoir, voilà, la chaleur, soit elle rentre, elle sort. Pour avoir deux conventions, je veux dire, distinctes, en signe. Et donc le travail, soit il rentre, soit il sort. Mais je peux pas avoir deux travaux qui rentrent ou deux travails qui sortent et deux chaleurs qui sortent. Voilà, ça c'est pas possible. Hein. Ça voudrait dire que je qualifie
de deux signes différents, deux choses qui sont identiques. Donc ça, c'est pas normal. Donc Q est positif. Q est positif. Là, Q est négatif. Q est négatif, c'est la convention égoïste pour les chaleurs. Voilà. Convention égoïste pour les chaleurs. Et convention altruiste pour les travaux. Pour les travaux. Donc là, j'aurai un travail positif et un travail négatif. Voilà. Ça, là, on est bon. Les flèches vont à l'extérieur pour les conventions altruistes. Voilà. Donc j'ai pris, pour les chaleurs, j'ai pris la convention ici. J'ai pas mélangé chaleur et travail, hein, parce que tout à l'heure, j'avais mélangé chaleur-travail. Et chaleur-travail, c'est que je me rendais compte que j'avais deux flèches qui rentraient, donc c'est pas normal. Deux flèches qui rentrent, c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'ai bien fait de me tromper pour dire, euh, euh, recorriger. Voilà. Là, ici, je suis dans le bon. C'est bon. Ici, cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Et donc, ça, c'est la convention, si vous voulez, la convention mixte que je vais utiliser. Donc, si je n'utilise pas ces conventions-là, elles ne m'intéressent plus, si vous voulez. Elles ne m'intéressent plus. Ni l'altruiste, ni l'égoïste ne m'intéressent. Et donc, je vais analyser pour ne pas me tromper, parce que bon. Donc, en chaleur, m'excuse. En chaleur, c'est une convention égoïste. Hein. Il aime bien quand il reçoit, c'est positif, et quand il donne, c'est négatif. Et en travail, quand c'est une convention altruiste, parce que quand il reçoit, c'est négatif, mais quand il donne, c'est positif. Il aime bien donner, mais pas recevoir, et l'autre, il aime bien de recevoir. Il y en a, il aime bien de recevoir et pas donner, l'autre, il aime bien de donner et pas recevoir. Voilà. Et donc, ici, dans ce cadre de figure ici, donc la convention mixte, on va dire, on va attribuer quand est-ce qu'il est positif. La convention positive, c'est, ça dépendra. Ça dépendra. Si on parle du travail, il sera positif quand on ira, c'est quand le système fournit au milieu extérieur un travail, il sera positif. Voilà, c'est une convention positive. Pour voilà, ça c'est pour le travail. Pour la chaleur, elle sera positive si le système reçoit du milieu extérieur de la chaleur. Voilà. Le travail sera de convention négative, bien sûr, si le système va recevoir ou va absorber un certain travail du milieu extérieur, hein, ou si le système reçoit du milieu extérieur un certain travail, c'est la même façon de dire les choses. Maintenant, la chaleur sera négative, de signe négatif, si, je veux dire, et ça c'est fort important, ce que je dis là c'est fort important, hein, pour les calculs, il suffit d'un signe qui est mauvais pour que tout soit mauvais. Hein. Quand vous faites, voilà, qu'est-ce qui est fourni, qu'est-ce qui est absorbé, fourni, voilà, quand vous faites des calculs de chaleur, attention à ça, parce que on peut avoir tout mauvais du fait que les signes ne soient pas bons conventionnellement. Hein. Voilà, l'interprétation, fatalement, si vous ne faites pas les bonnes interprétations, les bonnes conventions, vous aurez des mauvaises interprétations. D'office, il faut respecter le conventionnel. Ici, moi, j'ai pris le mixte. Bon, d'autres vont prendre autre chose. Moi, j'ai pris le mixte. Mais dans tous les cas de figure, qu'on prenne l'altruiste, l'égoïste ou le mixte, donc dans tous les cas de figure, on doit retrouver dans ces calculs le résultat. Voilà. Si on ne trouve pas le résultat, c'est qu'on n'a pas, une des conventions n'a pas été respectée. C'est juste ça. Bon, ce que je voulais dire, c'est que, bon, la chaleur, quand est-ce qu'elle sera positive? Ben, la chaleur sera positive quand on passera du milieu extérieur. Le milieu extérieur va fournir de la chaleur au système. Là, le Q est positif. Voilà. Maintenant, quand est-ce que le travail sera positif? Le travail sera positif quand on passera, le système va fournir un travail au milieu extérieur. Voilà. Et inversement, vous comprendrez que si on passe du système vers le milieu extérieur en chaleur, ben le chaleur est négatif. Regardez bien, chaleur négative, je passe du système au milieu extérieur. Bon, maintenant, pour un travail négatif, mais c'est le contraire de ça,
passer du milieu extérieur vers le système. Et là, regardez bien le travail négatif. Si je passe du milieu extérieur, le milieu extérieur fournit un travail au système. Voilà. Donc ici, chaleur positive, c'est quoi? C'est quand le milieu extérieur fournit de la chaleur au système, ou le système absorbe de la chaleur du milieu extérieur. Le travail sera positif si c'est le système qui fournit un travail au milieu extérieur, ou si c'est le milieu extérieur qui absorbe un certain travail, ou qui reçoit un certain travail du système. Voilà. Maintenant, la chaleur sera de convention négative si le système fournit une chaleur au milieu extérieur, si le milieu extérieur reçoit une chaleur du système. Maintenant, le travail sera conventionnellement négatif dans le système, dans comment ça s'appelle ça, la convention mixte, quand on aura un travail négatif, c'est-à-dire le travail sera négatif quand le système recevra un travail du milieu extérieur, ou quand le milieu extérieur fournira un certain travail au système. Voilà. Bon, je peux encore écrire ça autrement. Hein, si je résume ceci, ces deux-ci, je vais les regrouper. Si je pars du système et je vais au milieu extérieur, du système au milieu extérieur, hein, le travail positif est du système au milieu extérieur, j'ai ça. Donc travail positif et le Q négatif. Et inversement. Voilà. Donc on aura, en fait, travail et chaleur seront opposés. Si je vais du système vers le milieu extérieur, seront opposés. Donc qu'est-ce qui va donner le même signe? On aura opposé, ce sera par exemple, ils seront opposés ici et là. Voilà, ici et là. Maintenant, ils seront du même signe où là et là. Et celui-là, non, je m'excuse. Ils seront du même signe si on a Q positif et travail positif, comme ceci, voilà. Et du même signe comme ceci. Voilà. Voilà. Et ça, ce sont les conventions à adopter avant de faire tout calcul. Avant de faire tout calcul, il faut exprimer qu'est-ce que c'est qui est le système, quel est le mécanisme ou les organes, quels sont les organes ou mécanismes, ou je veux dire le monde intérieur qui fait le système, et qu'est-ce qui sera le monde extérieur au système. Qu'est-ce qui ne participera pas, je veux dire, à l'étude du système et qui fait office de monde extérieur. Voilà. Donc il faut définir le système et le milieu extérieur. Une fois qu'on a défini ça, c'est fondamental. C'est fondamental de faire ça avant tout. Et puis quand on a défini, je veux dire, qu'est-ce qui était le système et comment est-ce qu'on appelle ça, le milieu extérieur, et qu'on se rapplique à des conventions données, soit égoïste, altruiste ou mixte. Moi, je vais utiliser souvent les mixtes. Bon, j'utiliserai que les mixtes parce que je ne peux pas mélanger 50 000 conventions. Hein, parce que c'est bien de faire des conventions, mais s'il y en a 50 000 de conventions et qu'on commence à les mélanger les unes et les autres pour faire des théories, à ce moment-là, je veux dire, ça s'y perd complètement. Hein, complètement. Une fois j'utilise l'altruiste, une fois j'utilise l'égoïste, une fois j'utilise le mix. Bon, les gens ne comprendront plus rien. Notamment parce que vous mélangez, vous faites des mélanges. Les gens, ils aiment bien avoir une explication cohérente, mais c'est dans l'explication cohérente, si on commence à mélanger toutes les conventions. Non, quand on adopte une convention, il faut l'adopter du début à la fin. On ne change pas ces conventions. Hein. Voilà, c'est-à-dire, bon, voilà. Maintenant, quel cas je peux donner des explications à ceux qui utilisent l'altruiste? Oui, mais à ce moment-là, je dis, je vais utiliser tes conventions à toi, c'est en dehors de mes conventions que j'utilise en général. Parce que moi, en général, je vais utiliser la mixte, là, celle-ci. Quoique les conventions les plus faciles, c'est si vous voulez, c'est l'égoïste et l'altruiste. Hein. Ouais, parce que l'égoïste, WQ sont positifs quand ils reçoivent, ça fait référence à
à quelqu'un qui est égoïste, qui n'aime bien le recevoir. Voilà. Donc, fatalement, quand il va donner, tout est négatif. WQ va donner WQ. S'il donne WQ, ben, WQ sera négatif. C'est assez simple. L'altruiste est aussi simple parce que bon, l'altruiste, c'est quelqu'un qui aime bien de donner. Donc, WQ, s'il est en sortie du système, ben, ce sera positif. Et s'il est en entrée du système, si, si l'énergie et le travail rentrent dans le système à partir du milieu extérieur, bien sûr, bien, c'est négatif. C'est assez simple. Les conventions égoïstes et altruistes sont assez simples. Ce qui est un peu plus complexe, bon, c'est un mélange des deux. Et là, il faut retenir un petit peu par cœur, hein, cette convention, c'est la convention mixte. Voilà, c'est la convention mixte qui veut dire euh, qui est un petit peu, je veux dire, si on se met les pinceaux, on se rappelle plus des conventions mixtes. Là, en ce moment, on peut avoir de petits problèmes, surtout si on l'a toujours utilisé. Donc, la convention mixte, elle doit être retenue par cœur, si vous voulez. Cette convention qui doit être retenue une fois pour toutes par cœur. Voilà, ceci étant dit, donc ça ce sont ce qu'on appelle je viens de faire des généralités concernant les conventions et les définitions de, si vous voulez, des systèmes avec les possibilités d'échange que peut avoir, je veux dire, un système ainsi défini et le monde extérieur, si vous voulez. Voilà. À partir de là, on peut discuter thermodynamique. Sans avoir mis, je veux dire, ces conventions-là, on ne peut pas parler thermodynamique parce qu'une fois on va avoir un signe moins, une fois avoir un signe plus, et les gens vont se poser la question d'où vient ce signe moins, d'où vient ce signe plus. Mais généralement les nombres entiers Z, bon, contient des nombres positifs et des nombres négatifs. Bon, entiers. Bien sûr, ils sont entiers. Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Et 0 qui n'est ni positif ni négatif, mais qui est aussi positif et négatif. Parce que j'ai expliqué que le 0, c'est du rien. Et le rien peut faire dire n'importe quoi au 0, au rien. Voilà. Bon, maintenant, un nombre entier peut être aussi bien positif que négatif. Ouais, ça, on est d'accord. Mais ça, c'est les nombres qui sont définis tels quels. Mais en général, le plus dans les cas pratiques, le plus et le moins ont des significations bien spécifiques en fonction du monde que l'on est. Par exemple, j'ai déjà expliqué que si vous prenez l'ascenseur, le moins 1, qu'est-ce que c'est que moins 1? Mais le moins, ça veut dire que vous êtes en dessous du rez-de-chaussée. Hein, au niveau 0, c'est le rez-de-chaussée. Hein, vous êtes au niveau moins 1, vous êtes en dessous du rez-de-chaussée. Donc, qu'est-ce que c'est que le moins 1? Ben, voilà. Il existe des charges positives, plus Q, et des charges négatives, moins Q en électricité. Voilà. Et par convention, on va attribuer la charge plus Q à certaines charges, voilà, et les charges opposées, on va leur attribuer une charge négative. Donc il existe deux types de charges en électricité, les charges positives et les charges négatives. L'une sera de conventionnement de signe plus, l'autre de convention de signe moins. Et on sait bien que deux charges plus, je veux dire, se répulsent, deux charges moins se répulsent, une charge positive et une charge négative, voilà, s'attirent, ou une négative ou une positive. Et c'est comme ça qu'on voit quoi qu'il existe deux types de charges. Hein, parce que quand on les fait interagir entre elles, ben, soit elles se repoussent, soit elles s'attirent comme des aimants, l'épaule d'un aimant. Nord-nord, ça se répulse, nord-sud, ça s'attire, sud-nord, ça s'attire, et sud-sud, ça se repousse. Voilà. Et donc c'est un petit peu le même cas de figure. Ici, on a des forces d'interaction électriques, dans ce cas-ci avec plus Q moins Q, et là des forces d'interaction magnétiques avec nord-sud. Voilà. Donc c'est des forces spécifiques magnétiques là, et là des forces spécifiques électriques. Et grâce à ça, on peut entrevoir qu'il existe deux types de charges, et plus, c'est un type de charge, et moins, c'est un autre type de charge. Comme, voilà. Et donc, les conventions plus et moins dépendent, je veux dire, du monde pratique qu'on étudie. Par exemple, si je suis en économie, ben, si quelqu'un a plus 1000 euros dans son compte bancaire, ben, c'est qu'il a un dépôt. Un dépôt. Donc ça, c'est au niveau économique. Voilà. Mais au niveau bancaire, s'il a moins 1000, que signifie moins 1000 euros? Ça veut dire qu'il a une dette vis-à-vis de la banque. Voilà. Il a découvert, là. Il a découvert. Il doit, voilà. Donc vous voyez que le plus et le moins ont des significations en fonction, je veux dire, du domaine d'application. Domaine d'application, si c'est économique, électrique, je veux dire, je sais pas, physique, voilà, plus et moins signifie en fonction de certaines particularités pour justifier certaines choses. Voilà. Ben, ici, c'est pareil. W sera positif et Q sera positif, ou W sera négatif et Q sera négatif, signifie que par convention, on aura, je veux dire, si j'utilise la convention mixte,
ben, on aura, je veux dire, c'est, je veux dire, voilà, soit que le système fournit ou que le système reçoit, mais reçoit quoi ou fournit quoi, soit un travail ou une chaleur. Voilà, et c'est ça la convention. Et donc, fatalement, dans vos calculs, si vous faites ces conventions-là, il va avoir apparaître des plus et des moins. Hein, il y aura des plus, moins Q, plus W, moins W, plus Q, voilà. Conventionnellement, je veux dire, on aura la valeur absolue ici, qui est la valeur sans le signe, voilà, la valeur absolue, et voilà, et on aura le signe. Voilà. Voilà. Et donc le signe sera très important parce que ça signifie quelque chose de très important. Parce que savoir si on reçoit de l'énergie ou on en fournit, c'est fort important. Et donc, ceci est donné au travers d'un signe. C'est le signe qui va informer soit de la fourniture ou de la réception, voilà, soit du travail d'énergie calorifique, hein, mais recevoir de qui à qui, ben, soit le système peut donner, donc le système donne au milieu extérieur ou le système fournit au milieu extérieur. Mais le milieu extérieur, à ce moment-là, si le système fournit au milieu extérieur, le milieu extérieur reçoit du système. Voilà, reçoit du système. Quoi, par exemple, dans ce cas-ci, ce serait du travail. Et si, dans ce cas-ci, le travail sera positif. Et donc, ça va signifier ça. Le signe positif du travail va signifier que le système a fourni, dire, un travail. Un travail au milieu extérieur. Voilà. Ou que le milieu extérieur a reçu par le système un certain travail. Et donc, ça, c'est ça. C'est la signification de ce plus. Et donc, dans les calculs, le plus sera fondamental. Parce que si vous ne mettez pas ce plus-là, dans les calculs, je veux dire, vous allez vous retrouver avec du n'importe quoi. Il faut bien mettre les plus avec, si les plus et des moins avec des moins, parce que quand on fera des additions, des soustractions, si vous avez mis les mauvais signes, à place d'avoir une addition, vous allez avoir une soustraction, ben, le calcul ne sera pas le même et la réponse ne sera pas le même. Donc fatalement, vous n'aurez pas la bonne réponse du, comment est-ce qu'on appelle ça, du cas d'étude du système. Vous allez avoir quelque chose qui n'a rien à voir avec comme résultat. Et en science, les résultats, c'est fondamental. Si vous n'avez pas la bonne réponse, ben, c'est pas bon. Si vous faites un laboratoire que vous n'avez pas la bonne réponse, ben, laboratoire, je veux dire, il rime à rien. Voilà. Parce qu'en fait, le laboratoire, ça sert à découvrir, laboratoire, ça servira à prouver certaines choses. Si maintenant vous prouvez que vous n'avez pas la bonne réponse, vous n'avez rien prouvé. Ah ben ici, c'est pareil. Si vous n'avez pas la bonne réponse au niveau du bilan énergétique total, au niveau du bilan énergétique ou des travaux, les travaux totaux, ben, je veux dire, il n'y a rien qui est mauvais, tout est mauvais, il n'y a rien qui est bon. Donc vos calculs, ils riment à rien. Voilà. Donc si vous ne mettez pas à la base les conventions de signes correctement, ben, je veux dire, tout sera mauvais. Et je veux dire, c'est pas la peine de faire du calcul de bilan énergétique ou quoi que ce soit parce que tout sera faux. Et donc là où vous allez vous retrouver comme ceux qui font des erreurs de signes en mathématiques dans les écoles. Beaucoup d'élèves dans les écoles font des problèmes, ne maîtrisent pas le calcul dans Z, ils font beaucoup d'erreurs d'erreurs de signes. Et quand ils font des erreurs de signes, ben, fatalement, le professeur, il compte pas la réponse bonne. Même si la valeur absolue est bonne, hein, si le gars il a trouvé plus 20 et que la réponse était moins 20, c'est faux. Parce qu'entre moins 20 et plus 20, les réponses sont pas les mêmes. Plus 20, c'est l'opposé de moins 20. Donc, autant dire qu'il a trouvé deux réponses différentes. Plus 20, pour moi, n'est pas moins 20, c'est l'opposé. Donc, quelqu'un qui a trouvé plus 20, que la réponse était moins 20, bien que tous ces développements de calcul soient bons, s'il a plus 20, c'est faux. Le résultat est faux. Parce qu'on lui demande un calcul. Si le calcul n'est pas bon, ben fatalement, il doit être correct en valeur absolue et en signe. S'il est bon en valeur absolue et qu'il n'est pas bon en signe, c'est mauvais. Parce que plus 20 et moins 20, c'est pas le même. Mais fatalement, dans les écoles, c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont des échecs à cause des calculs dans Z. Bon, ils se trompent dans les signes. Ben, écoutez, bon, ça, il faut savoir calculer. Et celui qui ne sait pas calculer dans Z, il doit reprendre et refaire des calculs dans Z en reprenant, je veux dire, des exercices du calcul dans Z. Il existe de nombreux bouquins pour calculer dans Z et voilà, pouvoir dire effacer ces lacunes de calcul dans Z. Et une fois qu'on s'est calculé dans Z, on est parti pour faire tout et n'importe quoi dans le calcul. Et donc, on peut omettre le calcul, le savoir-faire du calcul pour se concentrer à autre chose. Donc, il faut calculer dans Z, c'est fondamental.
Bon, c'est pour ça que je vous dis que quelqu'un qui manipule pas les conventions ici, qui fait du n'importe quoi, mais tous ces calculs seront faux et c'est pas la peine qu'il fasse du calcul de bilan énergétique de travail ou de chaleur. Voilà, ceci étant dit, moi je prends la convention Next si je devais faire des calculs de thermodynamique. Voilà, je vous remercie beaucoup.